Le professeur Yoshio Nisha se tenait sur le quai de l'aérodrome militaire de Tashiawa, à Tokyo, à 5h30 du matin, le 7 août 1945, attendant l'avion qui devait le conduire à Hiroshima. Principal physicien nucléaire du Japon, Nisha avait passé les 4 dernières années à tenter de construire une bombe atomique pour l'armée impériale. Désormais moins de 24 heures après qu'une seule bombe américaine eût anéanti une ville entière, il était envoyé pour enquêter sur ce que tous les scientifiques japonais avaient jugé impossible. Le vol vers Hiroshima dura 3 heures. Nisha mit ce temps à profit pour relire les rares informations disponibles. Les communications radio avec la ville avaient cessé à 8h16 le 6 août. Les premiers rapports parlèrent d'une explosion gigantesque et d'une destruction sans précédent. Les émissions américaines affirmaient que l'arme était une bombe atomique dotée d'une puissance équivalente à 20 000 tonnes de TNT. Les mains de Nisha tremblaient en lisant ces mots, 20 000 tonnes pour une seule bombe. Si les Américains disaient vrai, cela signifiait que le Japon avait perdu une course que ses scientifiques n'avaient même pas conscience de courir. Cela signifiait que les calculs théoriques sur lesquels l'équipe de Nisha butait depuis des années avaient été résolus par des physiciens américains. Cela signifiait que le projet atomique japonais, baptisé en code Nigo, avait totalement échoué, tandis que l'Amérique avait réussi au-delà de toute imagination. L'appareil approcha d'Hiroshima vers 9 heures. Ce que Nisha vit depuis le ciel lui souleva le cœur. Là où la veille au matin s'étendait une ville de 350 000 habitants, il ne restait qu'une plaine dévastée à perte de vue. Quelques immeubles de béton demeuraient debout, réduits à l'état de squelettes, mais la plupart des bâtiments, faits de bois, avaient simplement disparu. Au centre, une ombre sombre marquait l'hypocentre de l'explosion, entouré de motifs radio de destruction. Nisha avait étudié la physique théorique sous la direction de Niels Bohr à Copenhague. Il comprenait la fission nucléaire, les réactions en chaîne, la masse critique. Il avait calculé la puissance explosive de l'uranium-235 et du plutonium-239. Mais voir la réalité physique de ces équations, s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés d'anéantissement, n'avait rien à voir avec des formules tracées à la craie sur un tableau noir. C'était la puissance de l'atome déchaîné contre des êtres humains. Et les Américains l'avaient fait. L'avion atterrit sur un aérodrome militaire, hors de la zone de destruction. Nisha rassembla son équipe de scientifiques et d'observateurs militaires. Le lieutenant-général Seizo Harisu, chef du renseignement de l'armée impériale, les accompagnait. Il devait savoir s'il s'agissait réellement d'une bombe atomique ou d'un nouvel explosif conventionnel. La réponse déterminerait la stratégie du Japon. Ils pénétrèrent dans la zone dévastée à bord de véhicules militaires, avançant aussi loin que les rues encombrées de décombres le permettaient, puis continuèrent à pied. La destruction était totale et absolue. Les bâtiments avaient été vaporisés. Le métal avait fondu tordu en forme grotesque. Les ombres d'êtres humains carbonisés restaient imprimées sur les murs de béton, seul vestige de passants surpris, en chemin vers leur travail, au moment de la détonation. Nisha commença immédiatement les mesures. Il portait un détecteur de rayonnement rudimentaire, l'un des rares existants au Japon. L'appareil cliquetait de façon irrégulière, puis s'accéléra à mesure qu'ils approchaient de l'hypocentre. Les niveaux de radiation étaient extraordinaires, bien au-delà de tout phénomène naturel. C'était la signature indubitable de la fission nucléaire. L'équipe atteignit la zone située directement sous le point d'explosion. La bombe avait éclaté à environ 600 mètres au-dessus de la ville,
calcula Nisha d'après les schémas de souffle. L'explosion aérienne avait maximisé le rayon destructeur, preuve d'une compréhension sophistiquée des effets d'une arme nucléaire. Les Américains n'avaient pas seulement fabriqué une bombe atomique, ils l'avaient perfectionnée comme arme. Un bâtiment de béton, près de l'hypocentre, avait partiellement résisté. Ses murs étaient noircis et calcinés. Nisha examina les marques thermiques, l'éclair de chaleur intense s'était produit dans les microsecondes suivant la détonation, avant l'onde de choc. Il estima que la température de surface à l'hypocentre avait atteint entre 3 et 4000 degrés Celsius, de quoi vaporiser les êtres humains, faire fondre le métal et enflammer toute matière combustible dans un rayon d'1 kilomètre. Le docteur Tsunsaburo Asahara, l'un des collègues de Nisha du projet NIGO, mesurait les dommages structurels. Il appela Nisha pour examiner une poutre d'acier, tordue comme de l'argile molle. La force nécessaire pour déformer ainsi l'acier de construction était immense. Ses calculs suggéraient que la pression du souffle à cet endroit avait dépassé 5 atmosphères. La puissance explosive devait être gigantesque, exactement comme l'avaient affirmé les Américains. À midi, Nisha avait rassemblé suffisamment de preuves. Il s'agissait sans aucun doute d'une arme nucléaire. La signature radioactive, les effets thermiques, les caractéristiques du souffle et l'ampleur de la destruction confirmaient tout. Une seule bombe à uranium ou à plutonium avait explosé 600 mètres au-dessus d'Hiroshima, libérant une énergie équivalente à environ 15 à 20 000 tonnes de TNT. Les Américains avaient accompli ce que le programme atomique japonais avait jugé impossible. Le lieutenant général Arisu pressa Nisha de questions. Le Japon pouvait-il construire une arme semblable? Combien de temps le projet américain avait-il pris? Combien de bombes de ce type l'Amérique possédait-elle? Les réponses de Nisha anéantirent tout espoir. Restant le Japon ne pouvait pas fabriquer une bombe atomique, ni en quelques mois, ni en quelques années. Les infrastructures industrielles, les usines d'enrichissement de l'uranium et l'expertise scientifique requise dépassaient largement les capacités actuelles du Japon, déjà dévasté par des années de guerre et les bombardements américains. Le projet américain avait probablement pris 3 à 4 ans et coûté des milliards de dollars. Nisha estima que le Manhattan Project, comme on l'appellerait plus tard, avait employé plus de 130 000 personnes réparties dans des installations secrètes à travers les États-Unis. Le projet japonais NEGO n'employait guère plus d'une centaine de scientifiques travaillant avec un équipement inadéquat et presque aucun uranium. La comparaison était humiliante. Combien de bombes l'Amérique possédait-elle? Nisha ne pouvait pas le savoir avec certitude, mais le fait qu'ils en aient utilisé une sur Hiroshima laissait supposer qu'ils en avaient d'autres. Construire un prototype était une chose. Déployer effectivement une arme supposait la confiance dans une capacité de production. Les Américains pouvaient en avoir 5, 10 ou des dizaines. Le Japon n'avait aucun moyen de s'en défendre et aucune capacité de riposte comparable. L'équipe passa l'après-midi à documenter la destruction. Ils interrogèrent des survivants. Bien que trouver des personnes cohérentes fut difficile, la plupart étaient gravement brûlés, souffraient du mal des radiations ou demeuraient sous le choc. Les rares qui purent parler décrivirent un éclair aveuglant, suivi d'une chaleur indicible, puis une onde de choc qui les avait assommés. À leur réveil, la ville avait disparu. Un survivant facteur qui se trouvait dans une cave au moment de la détonation raconta les ombres sur le mur où se tenaient ses collègues. L'éclair thermique avait été si intense qu'il avait vaporisé des corps humains
ne laissant que des silhouettes brûlées dans le béton. Une autre survivante montra à Nisha ses avant-bras, où le motif de son kimono s'était imprimé dans sa chair. Le tissu sombre avait absorbé davantage de chaleur que le tissu clair, créant un tatouage permanent de brûlures thermiques. Le bilan humain était catastrophique, les estimations initiales faisaient état de 70 000 à 80 000 morts instantanés, et de dizaines de milliers d'autres condamnés à périr des brûlures ou des radiations. L'infrastructure médicale de la ville avait été anéantie, la plupart des médecins et infirmières ayant péri dans l'explosion. Il n'y avait aucun secours, aucun moyen de soigner les blessés, aucune capacité pour même dénombrer les morts. Le soir venu, l'équipe de Nisha eut terminé son enquête de terrain. Ils regagnèrent Tokyo en vol de nuit, arrivant après minuit le 8 août. Nisha se rendit directement au quartier général de l'armée impériale pour informer les officiers supérieurs de ses conclusions. La salle de briefing se remplit de généraux qui avaient besoin de comprendre ce qui était arrivé à Hiroshima et ce que cela signifiait pour l'effort de guerre japonais. L'exposé de Nisha, technique mais implacable, expliqua la fission nucléaire, les réactions en chaîne et la masse critique en termes accessibles aux officiers militaires. 1 kilogramme d'uranium-235, convenablement configuré, pouvait libérer une énergie équivalente à 20 000 tonnes de TNT. Les Américains avaient réussi à enrichir l'uranium à la pureté requise pour une arme à l'assembler en masse critique et à la faire exploser au-dessus d'une ville japonaise avec un timing précis. Les généraux demandèrent s'il s'agissait d'une arme unique ou si l'Amérique pouvait en produire d'autres. Nisha expliqua que l'enrichissement de l'uranium était un procédé industriel qui, une fois établi, permettait la production de plusieurs bombes. Les usines de diffusion gazeuse nécessaires étaient immenses et coûteuses, mais l'Amérique en disposait manifestement. Le Japon devait s'attendre à d'autres bombes atomiques. Le Japon pouvait-il développer des contre-mesures? Non. Il n'existait aucune défense viable contre les armes atomiques. Aucun chasseur ne pouvait intercepter de façon fiable les bombardiers à haute altitude qui les transportaient. Aucune artillerie anti-aérienne ne pouvait abattre de façon sûre des B-29 volant à 9000 mètres. Aucun système d'alerte précoce ne pouvait fournir suffisamment de temps pour évacuer une ville. Une fois l'arme lâchée, sa détonation devenait inéluctable. Le Japon pouvait-il construire sa propre bombe? La réponse de Nisha fut d'une honnêteté écrasante. Le programme atomique japonais, qui étudiait les armes nucléaires depuis 1941, avait très peu progressé. Le Japon manquait de gisements d'uranium, de technologies d'enrichissement, de capacités industrielles et d'énergie électrique nécessaires, même si le Japon avait commencé il y a 4 ans avec des ressources illimitées. Nisha n'était pas convaincu qu'il aurait pu fabriquer une bombe opérationnelle. Avec les ressources actuelles épuisées par des années de guerre, c'était impossible. Un général posa la question que tout le monde se posait. Fallait-il se rendre? Nisha n'était pas stratège militaire, mais sa réponse était implicite dans son exposé. Si l'Amérique possédait plusieurs bombes atomiques et que le Japon n'avait ni défense ni moyen de dissuasion, la poursuite de la résistance ne conduirait qu'à la destruction de nouvelles villes. Tokyo, Osaka, Nagoya pouvaient être les suivantes. L'Amérique pouvait anéantir la population japonaise sans perdre un seul soldat américain. Le briefing prit fin. Vers l'aube du 8 août, Nishino retourna à son laboratoire, à l'Institut de recherche physique et chimique. Épuisé et secoué, il avait passé 4 ans à tenter de libérer la puissance de l'atome au service de l'armée japonaise,
Et voici qu'il avait examiné les ruines d'une ville détruite par cette même puissance, maniée par l'ennemi. L'ironie était amère. Le collègue de Nisha, le docteur Bunuku Arakatu, s'approcha de lui au laboratoire. Arakatu dirigeait un projet atomique parallèle, baptisé FGO pour la marine impériale, et son programme avait encore moins progressé que celui de Nisha. Arakatu demanda si la bombe d'Hiroshima avait véritablement été nucléaire. Nisha lui montra les mesures de radiation, les calculs du souffle et l'analyse des dommages thermiques. Les preuves étaient irréfutables. Les deux scientifiques restèrent silencieux, contemplant ce qu'ils n'avaient pas su accomplir et ce que l'Amérique avait réalisé. Ils possédèrent la connaissance théorique. Nisha avait étudié. Sous bord, Arakatu avait publié des articles en physique nucléaire, mais comprendre la théorie et fabriquer effectivement une bombe atomique étaient des défis complètement différents. Les Américains avaient résolu les problèmes. Le Japon n'avait même pas tenté d'y répondre. L'enrichissement de l'uranium exigeait des installations industrielles colossales, consommant des quantités énormes d'électricité. Le réseau électrique japonais peinait déjà à alimenter ses usines existantes. Construire des usines de diffusion gazeuse était impossible. L'Amérique avait érigé des villes secrètes entières, Oak Ridge, Hanford, Los Alamos, dédiées à la production d'armes atomiques. Le Japon ne disposait que d'une poignée de scientifiques travaillant dans des laboratoires transformés avec un matériel de fortune. La filière au plutonium était tout aussi hors de portée. Créer du plutonium nécessitait des réacteurs nucléaires qui demandèrent de l'uranium enrichi et de l'eau lourde, deux ressources dont le Japon était dépourvu. L'Amérique avait construit à Hanford des réacteurs de production capables de fournir des kilogrammes de plutonium chaque mois. Le réacteur expérimental japonais de l'Institut de recherche physique et chimique ne parvenait qu'à peine à maintenir une réaction en chaîne stable, et encore cela n'avait été possible qu'avec de l'uranium confisqué au programme atomique allemand, lui-même un échec. Le 7 août 1945 fut le jour où les scientifiques japonais furent confrontés à la réalité. Ils avaient en perdu une course qu'ils n'avaient jamais eu la moindre chance de gagner. La capacité industrielle, l'infrastructure scientifique et la richesse en ressources de l'Amérique étaient si immensément supérieures que le programme atomique japonais était condamné dès le départ. Les projets NIGO et FGO n'avaient été que des exercices de physique théorique, non de véritables tentatives de construire des armes utilisables. La seconde bombe atomique tomba sur Nagasaki à 11h02, le 9 août, seulement 3 jours après Hiroshima. Nisha n'eut pas besoin de s'y rendre pour comprendre ce qui s'était produit. Le schéma était identique, explosion massive, destruction totale, signature radioactive. L'Amérique venait de prouver qu'elle possédait plusieurs bombes atomiques et la volonté de les employer successivement. La bombe de Nagasaki différait de celle d'Hiroshima. Nisha apprit plus tard que Hiroshima avait été détruite par une bombe à uranium, à canon surnommé Little Boy, tandis que Nagasaki l'avait été par une bombe à plutonium à implosion Fat Man. Cela signifiait que les États-Unis maîtrisaient deux conceptions atomiques totalement distinctes, disposaient d'une capacité de production pour l'uranium comme pour le plutonium et possédaient l'infrastructure industrielle nécessaire pour fabriquer plusieurs armes selon différentes approches. Pour les scientifiques japonais, cette révélation constitua la confirmation finale d'une défaite absolue. L'Amérique n'avait pas simplement construit une arme expérimentale, elle avait créé un programme nucléaire complet avec des filières de production multiples, des conceptions variées
et la capacité de les déployer opérationnellement contre des villes. Le programme japonais, lui, n'avait joué qu'avec des équipements de laboratoire, tandis que l'Amérique avait industrialisé l'atome. L'empereur Hirohito annonça la reddition du Japon le 15 août, 6 jours après Nagasaki. Les bombes atomiques n'étaient pas le seul facteur. L'entrée en guerre de l'Union soviétique le 9 août fut tout aussi désastreuse stratégiquement, mais les bombes démontraient que toute résistance prolongée serait suicidaire. L'Amérique pouvait détruire les villes japonaises une à une, sans invasion, sans perte, sans risque. Nisha passa les années d'après-guerre à réfléchir à ce qui aurait pu être différent. Si le Japon avait commencé plus tôt, avec davantage de ressources et de détermination, aurait-il pu construire une bombe atomique? Son évaluation honnête fut négative. Le Japon manquait de la capacité industrielle fondamentale et des ressources nécessaires. Même si les scientifiques japonais avaient atteint simultanément les mêmes percées théoriques que les Américains, transformer la théorie en arme exigeait une infrastructure que le Japon n'avait jamais possédée. Le Manhattan Project avait coûté 2 milliards de dollars, l'équivalent d'environ 30 milliards aujourd'hui, et consommait plus d'électricité que certains pays en une année entière. Il avait nécessité des mines d'uranium, des usines d'enrichissement, des réacteurs de production des laboratoires d'armement et des sites d'essai répartis sur plusieurs États. Le budget militaire total du Japon n'aurait pas suffi à financer un tel projet. Et même avec les fonds, le Japon manquait d'électricité de base industrielle et plus que tout de temps. Le 7 août 1945 marqua le moment où les scientifiques japonais, examinant les ruines d'Hiroshima, comprirent que l'Amérique avait accompli ce que le Japon jugeait impossible. L'ère atomique venait de naître et le Japon en était la première victime. Les mesures de Nisha sur la radiation, les modèles de souffle et les dommages thermiques confirmèrent la terrible vérité: la course nucléaire était terminée avant que le Japon n'ait même réalisé qu'il y participait. Le professeur Yoshio Nisha mourut en 1951 d'un cancer du foie, probablement causé par l'exposition aux radiations lors de son enquête à Hiroshima. Le docteur Bunaku Arakatsu poursuivit ses recherches en physique des rayons cosmiques sans jamais retravailler sur des armes. Les projets NIGO et FGO furent démantelés, leurs équipements détruits, leurs dossiers dispersés. La brève et vaine tentative du Japon de construire une bombe atomique s'acheva dans les cendres radioactives de 2 villes anéanties, un rappel permanent de la course qu'il avait perdue. Les scientifiques qui examinèrent Hiroshima le 7 août comprirent aussitôt ce que le monde mettrait du temps à saisir les armes nucléaires avait transformé la guerre de façon fondamentale. La nation qui possédait la bombe atomique détenait un pouvoir absolu sur celle qui n'en avait pas. Le Japon avait appris cette leçon de la manière la plus dévastatrice qui soit, et les scientifiques japonais portèrent jusqu'à la fin de leur vie le poids de cet échec. Ils avaient compris la théorie, mais non les moyens, et cet écart entre savoir et capacité avait coûté la vie à des centaines de milliers de Japonais.